Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV. Nous sommes bien le 4 décembre 2014, il est 18h tout pile. Bienvenue donc, c'est parti pour 30 minutes de show live. Nous sommes en direct comme chaque jeudi soir pour le 01 Live Hebdo, le débriefing de l'actualité high-tech de la semaine. Avec un 01 Live Hebdo un peu particulier. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Oui, ce n'est pas un 01 Live Hebdo comme tous les jeudis. Parce que cette fois-ci, ce soir, on va vous en mettre plein la vue. Nous allons dévoiler devant vos yeux ébahis, rien d'autre que les 100 meilleurs produits high-tech de l'année. Voilà, une émission qui va faire donc 12h40. Non, je plaisante. On va essayer de concentrer tout ça en une demi-heure. On va essayer en vous donnant tout simplement la substantifique moelle du labo 01net pour cette année 2014. Et oui, les produits que vous avez élus, surtout. Et bien sûr. Il y a pas mal de produits tout à l'heure, on verra ça donc avec Christopher et la rédaction et le labo. On va aussi s'intéresser quand même à un gros morceau, l'Europe. Contre le tout-puissant Google, Jérôme. Faut-il couper Google en deux ? Les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook sont-ils trop puissants ? L'Europe se mobilise, on verra ça avec Frédéric Simotel. Les GAFA ont-ils gaffé ? C'est pas sûr, on verra. Pas mal. Oui, ça va. Et puis on parlera aussi de Michael Dell qui a répondu aux questions de BFM Business cette semaine. Et il a répondu surtout aux questions d'un certain Frédéric Simotel qui sera avec nous dans un instant, qui est déjà là. Et Michael Dell, c'est le monsieur de Dell. Et voilà, si vous avez un ordi avec écrit Dell dessus, vous rajoutez Michael et vous avez tout compris en fait. C'est ça. On découvrira quelques pans de cette interview tout à l'heure donc avec Frédéric Simotel. Et puis on a une petite surprise pour vous. Vous allez le découvrir dans 01 Live Hebdo, ce smartphone insolite dont on parle déjà beaucoup car il a 2 écrans au lieu d'un. C'est le Yotaphone et Bruno Cormier l'a entre les mains. Le Yotaphone, oui. Un smartphone qui vient de Russie, les amis. On verra ça tout à l'heure. Donc, soyez les bienvenus. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. À suivre sur 01net.com, sur YouTube, Dailymotion et la Live TV d'Orange. Avec notre question 01net Orange ce jeudi soir, Google est-il trop puissant ? On n'y va pas par les 4 chemins là. On n'a pas dit Google est-il puissant, Google est-il trop puissant ? Il y a une nuance quand même. Est-ce que vous pensez que ça va trop loin et donc éventuellement il faut agir ? C'est la question du soir, on fera le point tout à l'heure. N'hésitez pas à voter, vous allez sur 01nettv.com. Et puis c'est pas compliqué ce soir, c'est oui, non, sans opinion. Voilà, allez-y. Ouais. Frédéric Simotel nous a rejoint. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. François. Alors, avant de parler de Michael Dell, on va évoquer Google. Oui. Google, alors Google, les géants américains de l'internet. C'est ça, les géants. Google n'est jamais cité, faut le rappeler. Mais les autres. Il fait partie donc, on va dire, de ces mousquetaires américains. Donc, est-ce que Google serait trop puissant ? C'est ce que, en tout cas, semble déclarer l'Europe. Voilà, on se retrouve. Alors depuis 15 jours, il y a une véritable offensive contre les géants américains de l'internet, mais c'est quand même Google GAFA, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Bon, c'est quand même Google qui est principalement dans la ligne de mire. Ça nous remet 10 ans en arrière lorsque l'Europe se battait contre Microsoft. Et oui, abus de position dominante déjà à l'époque. 10 ans de bataille juridique. Microsoft avait plié quand même. Avait plié. Au final, Microsoft a payé sur les 10 ans. Ils ont payé près de 2 milliards d'euros d'amende. Et puis ils ont modifié Windows. Ils ont modifié Windows. On ne pouvait plus avoir Internet Explorer avec la suite Office. On choisissait son navigateur au début. Il y avait plusieurs. Windows Live Player aussi. Le Windows Media Player. Donc on peut avoir quand même. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors depuis 4 ans, depuis novembre 2010, il y a une enquête pour abus de position dominante de Google qui justement avec son moteur de recherche qui est soupçonné de favoriser ses clients sur son moteur de recherche. Mais qui n'est pas close. Cette enquête est toujours en cours. Justement, cette enquête est toujours en cours, traîne un peu. Alors évidemment, pour l'instant, c'est assez compliqué parce que ça se fait au niveau européen. Il faut aller chercher les preuves, tout ça. Et en fait, le Parlement, donc ça c'est la Commission européenne qui s'en occupe, et le Parlement européen trouve que ça ne va pas assez vite et donc a décidé de mettre au vote cette loi qu'on appelle le démantèlement de Google, mais qui est surtout une voie pour un vote pour une loi qui ferait la séparation entre le moteur de recherche
et la partie tous les services commerciaux. Donc c'est ce que Google fait aujourd'hui, parce que Google. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que l'Europe reproche à Google concrètement? En fait, ce que l'Europe reproche à Google, c'est que quand l'Europe veut défendre les consommateurs, en tout cas les internautes. Quand vous rentrez un mot-clé chaussures de sport, on reproche à Google de faire remonter dans les premiers résultats plutôt des gens qui font de la pub, qui travaillent avec la régie publicitaire de Google et donc c'est les marques, la marque cliente de Google va remonter dans les premiers... Les fameux liens sponsorisés de Google, qui d'ailleurs, on va dire, l'essence même du business model de Google. Et on soupçonne qu'ils remontent en lien sponsorisé, mais qu'ils remontent aussi sans forcément être sponsorisés. Puis il y a aussi les propres services de Google, comme pour les réservations d'avions, Google Flight, etc. Voilà, exactement. C'est toutes ces Google aujourd'hui. Alors, comme je dis souvent, il faut pas voir chez Google 3 personnes un peu maléfiques qui pensent un peu tout ça. Google, c'est tellement grand aujourd'hui. Il y a des équipes projets partout. Donc dès qu'il y en a un qui a une bonne idée de business, il la lance. Et puis souvent, au final, quand on agrège un peu tous ces services, ça fait une sacrée position dominante. Et là, on parle d'abus de position dominante. En plus, tout ça, ça récolte un maximum de données sur nos navigations, sur tout ce qu'on peut faire sur Internet. Donc tout ça, ça fait peur à l'Europe. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Tous ces services, ça donne certains statuts de monopole à Google. Donc donc première salve, il y a une dizaine de jours, le Parlement européen qui a voté. Donc ça s'est fait il y a une semaine. Le vote a eu lieu. Donc le Parlement a voté pour que cette loi, pour qu'il y ait un débat cette loi auprès de la Commission européenne. Ça risque d'être très long s'il doit se passer quelque chose, Frédéric. En gros, c'est vraiment symbolique. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment pour mettre la pression sur la Commission européenne pour qu'elle accélère l'enquête dont on parlait juste avant, qui traîne depuis 4 ans, sur les abus de position dominante. Qu'est-ce que ça peut donner par la suite ? Démantèlement de Google, j'y crois pas trop. Il faudrait vraiment que ça se passe aux États-Unis aussi et que là, Google soit acculé. Mais cela dit, si on revient à l'exemple Microsoft d'il y a quelques années, Microsoft avait modifié son Windows pour l'Europe. Ce qui peut arriver, c'est ça. Alors, une amende. Alors, on dit que l'amende pourrait s'élever quand même jusqu'à 6 milliards d'euros. Alors, on dit que Google a déjà provisionné 1 milliard, mais voilà, donc déjà une amende. 6 milliards pour Google, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que Google, va pas se démanteler, mais va peut-être mettre des activités un peu, va séparer un peu ses activités. Mettre de l'eau dans son vin, quoi. Voilà, mettre un peu d'eau dans son vin, un peu d'huile, pour séparer justement le vin de livret. Et voilà, donc ils vont plutôt, à mon avis, ça va plutôt être un peu ce qu'on a retrouvé chez Microsoft il y a quelques années, d'avoir des activités un peu séparées. Ouais. Et puis là, mais ça continue, parce que les CNIL européennes, elles aussi, se sont positionnées face à Google parce qu'elles veulent, vous savez, toutes les histoires de droit à l'oubli. Alors, ce qui existe, commence à exister. Oui, il y a cet aspect-là aussi, voilà. toutes les données privées. Voilà, toutes les données privées. Et puis, dernièrement, on a vu cette lettre cette semaine, Paris et Berlin, qui ont fait une lettre officielle auprès de la Commission européenne et pour demander à Google encadrer les plateformes indispensables à Internet, on voit qui est visé, le traitement transparent et non discriminatoire pour le référencement des sites. Voilà. Et donner plus de contrôle aux internautes sur leurs données personnelles. Voilà, ça, ce sont des choses qu'ont demandé Paris et Berlin officiellement. Donc, à suivre. Mais évidemment, en plus, c'est à double tranchant, puisque Google aussi crée du business. C'est utile à des... investi en Europe énormément d'argent. Est-ce que ça ne va pas être la pression aussi? Il faut savoir qu'aux États-Unis, le moteur de recherche Google, c'est 65-67% de part de marché. Et en France, Europe, c'est 90%. C'est 90% c'est pour ça qu'on s'inquiète presque plus que les Américains. Mais oui, beaucoup plus. En plus, aux États-Unis, si Google est quand il discute avec les opérateurs, par exemple, il discute d'égal à égal. Voilà, quand il discute avec un Verizon, avec un AT&T. Bon, en Europe, on est séparés. On va les discuter un peu avec l'anglais, un peu avec Orange, un peu avec Vodafone. Tout est dilué, en fait. C'est plus compliqué. Tout est dilué, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc je pense qu'on va plus arriver à une sorte de... Parce que Google, c'est pas non plus... Enfin, voilà, je dis, c'est pas des esprits maléfiques non plus à tout prix. Business is business. Mais justement, ils vont chercher à voir comment ils peuvent s'arranger par rapport à ce qui est demandé. Sans compter qu'il y a aussi un problème d'image. Là, on pointe du doigt Google. On le voit d'ailleurs, on a pas mal de réactions là qui arrivent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le hashtag 01live sur Twitter. Et on a par exemple, on a par exemple Gotcha qui nous dit Google veut tellement en faire que je commence à ne plus vouloir avoir envie d'utiliser le moteur de recherche de Google. C'est vrai que en termes d'image, c'est pas terrible. Mais Alexandre lui répond, n'empêche que Google améliore la vie. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on ferait sans Google aujourd'hui? On le dit nous-mêmes, et je pense que même les parlementaires qui ont monté cette proposition de loi de démantèlement de Google, ils utilisent Google tous les jours. Donc ce qu'ils veulent, c'est un peu plus de réglementation. Voilà, c'est difficile de ne pas utiliser Google aujourd'hui. Très bien. Voilà, alors, Google est-il trop puissant? Votez sur la page 01 Live Hebdo. Donc vous allez sur 01nettv.com.
Et il y a déjà une tendance. Donc, Google est-il trop puissant? Oui, à 64%. Non, 27% et 9% sans opinion. Voilà. C'est sûr que dès qu'on pose la question, on peut deviner un petit peu la réponse. Oui. C'est peut-être les députés européens qui ont voté là, justement. Voilà. On fera un point tout à l'heure, évidemment. 18h10, on reste avec vous, Frédéric Simotel, pour évoquer un autre sujet d'actualité, puisque vous avez eu la chance de rencontrer quand même l'un des grands Manitou de l'informatique au monde. Il s'agit de Michael Dell, qui est venu à Paris. Et vous l'avez reçu pour BFM Business. Voilà, le milliardaire texan. Donc, il faut rappeler Michael Dell, voilà, toute cette épopée Dell des années. Il a créé Dell en 84, il avait 19 ans. Wow. À 29 ans, c'était la première fortune américaine, 15e fortune mondiale. Donc, et son idée, vous vous souvenez, c'était l'idée du modèle je vends un ordinateur en vente directe. Ouais. Je laisse les personnes. On le configure comme on veut. Et je suis en vente directe. Donc, il avait simplifié tout ce qui était logistique. Il avait réduit considérablement les coûts aussi, parce que ça, c'était à l'époque, voilà, c'était un marché dominé par les IBM et consorts. On voyait un peu d'Apple, mais pas trop. Un concept qui a vieilli quand même depuis. Qui a beaucoup vieilli. On se rend compte aujourd'hui que configurer son PC, choisir son processeur, sa mémoire, sa carte graphique, c'est plus forcément ce qu'on fait. Voilà, il y a les geeks qui adorent ça, les pros, voilà, ou les pros, voilà, qui ont des besoins pour des applications spécifiques. Notamment avec Alienware, puisque Dell a racheté Alienware, les PC pour gamers. 40 acquisitions en moins de 5 ans pour Dell. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a connu des hauts, des bas, et depuis un an, Michael Dell a racheté son entreprise. Il a sorti 25 milliards de dollars avec un fonds qui s'appelle Silver Lake pour racheter Dell, sortir du Nasdaq, sortir de la bourse. Et aujourd'hui, ça fait un an, il a repris en main complètement sa société. Alors ça reste l'une des personnalités de la high-tech mondiale. C'est quand même aux alentours de la 40e fortune mondiale. Il est sympa. Je le trouve beaucoup plus détendu que lorsqu'il avait tout un parterre de directeurs de la communication partout. Ouais, aujourd'hui, on sent quand même, il a en main son entreprise, il se sent beaucoup plus libre. Il a une vision, il peut se permettre de ne plus rendre compte à des actionnaires, donc avoir une vision court-termiste, mais avoir une vision un peu plus à moyen, à long terme. Il continue à croire énormément au PC, puisque les PC, ça continue à être 20% de son chiffre d'affaires. Il y croit face aux Asiatiques, il va à fond en Chine. La Chine, c'est un gros marché. C'est le deuxième plus gros marché, la Chine, après les États-Unis. L'Inde, il a une progression de 100% dans le monde des PC. Il est sur les serveurs, le stockage, la sécurité et les services. C'est aussi quelque chose qu'il veut conquérir. Et puis, j'avais posé une toute dernière question. Ouais. J'avais demandé, ça vous dérange pas? Ça l'a un petit peu agacé, ça. Ça vous dérange pas de ne pas être dans les leaders influenceurs, les GAFA, alors que vous étiez Intel, Dell, Microsoft? Il m'a dit non, eux, ils sont concentrés sur le consommateur, il y a une certaine mode autour d'eux. Moi, je fais du vrai business pour les entreprises, c'est là qu'il y a de l'argent. Bon, Michael Dell, dans le texte. Et à retrouver donc l'interview en intégralité, si ce sujet vous intéresse, sur BFM Business, une vingtaine de minutes d'interview avec notre camarade Edwige Chevrillon. On a réussi à tirer un peu pour qu'il reste plus longtemps avec nous. Parfait. Merci Frédéric Simotel. Frédéric Simotel, qui est l'homme des people de l'informatique, vous l'avez compris. On va passer donc à la suite de ce 01 Live Hebdo, pas comme les autres puisqu'ils sont là, ils trépignent. Bruno Cormier, Christopher Siminelli du Labo. Qui se roule là par terre sur la moquette d'impatience. Les bras chargés de cadeaux et ils ont des révélations à nous faire. Voilà, hashtag 01 Live si vous voulez participer en direct à cette émission. Donc, vous le savez, comme chaque jeudi soir sur 01net TV, c'est le 01 Live Hebdo, 18h, 18h30, hashtag 01 Live sur Twitter. Dans un instant, vous connaîtrez le palmarès des 01net Awards. Vous avez voté durant ces dernières semaines pour vos produits high-tech préférés. Christopher Siminelli se fera l'écho de vos votes dans quelques minutes. Mais juste avant, nous allons jeter un coup d'œil sur ce smartphone vraiment pas comme les autres. On en parle depuis un certain temps, on l'a vu dans des salons, etc. Et cette fois, ça y est, il arrive en France pour de bon, Bruno Cormier. Salut Bruno. Yotaphone. C'est Yotaphone 2. Alors, oui, alors effectivement, il est pas comme les autres. C'est même un des smartphones les plus innovants de l'année, en fait. Ah, il y a quelqu'un qui sonne, là. C'est pas grave. Donc, c'est un des smartphones les plus rafraîchissants de l'année, on va dire, puisqu'il a vraiment une innovation. Pourquoi, il y a une clim dedans? Constater, c'est... Alors, attends, parce que bon, là, je sors une blague, mais c'était pas drôle. Ouais, non, mais l'autre côté, mais alors, la coque arrière, c'est un écran. Voilà. Alors prenons les choses dans l'ordre. Là, il y a l'écran classique du smartphone. J'ai cassé son effet là. Écran classique du smartphone. C'est un AMOLED Full HD déjà, c'est très bien. Pas mal. Et derrière,
il y a un écran à encre électronique. Ouais. On se rend pas bien compte là, on a l'impression à l'image que c'est... Bon, déjà, t'es pas l'heure, mon pote. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement bien fondu dans la coque du smartphone. Le design est bien choisi, puisque la couleur du pourtour de l'écran est identique à la couleur de l'angle. C'est incroyable, on dirait Donc, en fait, vraiment. ça se fond vraiment dans le... Bon, c'est magnifique, à quoi ça sert ? Alors, ça sert à économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, cet écran va rester constamment, je dirais... allumé, alors il est jamais allumé puisqu'en fait il est allumé uniquement quand il change d'image. Et donc il consomme de l'énergie uniquement quand il change d'image. Mais quand il reste immobile comme ça, il ne consomme absolument pas d'énergie. Donc du coup ça va permettre en fait de poser son smartphone comme ça et de regarder vite fait si on a des messages, regarder son emploi du temps, regarder l'heure. Il est tactile de ce côté-là ou pas ? Il est tactile bien sûr, il est protégé par une... Mais on risque pas. Tu peux nous changer de configuration là comme ça ou pas ? Oui bien sûr. Donc en fait, hop. Voilà. Donc là, en fait, tout le logiciel de Yota, donc le fabricant russe qui fait ce téléphone, est tout à fait personnalisable. C'est très complet. Donc là, on a plusieurs widgets qu'on peut tous personnaliser. Là, c'est un livre. Ah oui. Là, donc on a. Il fait moins 5 à Moscou. Hein. Ouais. Là, les widgets sont assez pareils. J'aurais dû peut-être mettre des widgets un peu différents, mais il y a une infinité de configurations possibles, et on peut même mettre des images pour effectivement décorer en fait la coque du téléphone. Donc bon, c'est un peu là, on s'est un peu amusé. Alors ça, c'est une image très classique. Hein, voilà, on c'est peut pas mettre. Mal, hein. Mais la résolution a l'air bonne quand même. Hein. C'est la résolution de cet écran. Voilà. Oh zut, il a disparu. C'est le Yodaphone. Yoda est dans le Yota. C'est le Yodaphone. Le Yodaphone. Et puis, Yota. Bruno Cormier, bravo. Et puis comme c'est un téléphone russe, oui. nous avons voulu. Pourquoi pas. Donc, le Yodaphone. On peut décorer son smartphone comme on veut. Il n'y a plus besoin de coque à ajouter en fait. Hein. Tout est comme, protégé par Gorilla Glass 3. C'est comme si les Russes mettaient le portrait de François Hollande dans les Arcos, hein, finalement. Voilà. C'est vraiment très sympa parce que c'est réussi, le design est très bon, l'autonomie est un peu moyenne. C'est le défaut du smartphone. Et alors, il y a un truc qui est très sympa, c'est les selfies, puisqu'en fait, on peut utiliser l'écran à l'encre électronique pour cadrer son selfie. Ah ouais, d'accord. Et donc... à ce moment-là, on a toute l'interface d'Android qu'on peut utiliser parfaitement sur cet écran. C'est juste que ça fait que 10 images par seconde, hein, puisque l'écran se rafraîchit très peu. Mais on peut lancer l'appareil photo et on peut se prendre en selfie en regardant directement dans l'écran pour pouvoir en fait bien se cadrer. Et à ce moment-là, on profite du capteur 8 mégapixels. C'est le capteur principal parce que vous savez, quand on fait un selfie, on fait avec le capteur en façade, qui est un mauvais capteur. Bon. Ouais. Et là, c'est le bon capteur du téléphone. En plus, il fait des bonnes photos. Donc combien il coûte ? Il coûte très cher. C'est le second point faible du téléphone, puisque pour pénétrer le marché, il va falloir quand même trouver un prix un peu plus attractif. Là, c'est 699 €. Ouais. Et non pas 400 € comme on a vu sur le web toute la journée d'hier. Le vrai prix était sur 01net. En fait, c'était 400 €, c'était le prix que de l'écran principal en fait. On n'avait pas compté le deuxième écran. C'était la moitié du smartphone. C'est ça. Mais cela dit, bon, alors c'est sûr que c'est cher, 699 €, mais il y a une vraie différence, une vraie valeur ajoutée avec ce deuxième écran. Oui, alors quand on prend en termes d'aboutissement technologique et d'innovation, 699 €, c'est pas beaucoup finalement. C'est tout à fait acceptable. Le seul problème, c'est que voilà, la marque n'a pas de notoriété. Oui, bien sûr, voilà. Tout à construire, il faut qu'elle s'insère dans un marché qui est ultra concurrentiel. Ça peut avoir un sens, à ton avis, justement, ce deuxième écran à l'arrière ? Pour répondre à des besoins précis de certains utilisateurs. Honnêtement, pour quelqu'un qui regarde son smartphone 150 fois par jour, il peut faire au moins 75 fois sur son écran à encre électronique. Et du coup, si on l'utilise vraiment bien, l'autonomie est bonne. Ça doit être plus visible en plein soleil, non ? Et voilà, l'avantage de cet écran, c'est qu'on peut lire des livres, on peut lire des livres en plein soleil, on peut lire ses notifications en plein soleil, on peut même répondre à ses SMS sur cet écran. Le clavier tactile fonctionne sur l'écran à encre électronique. En un mot, qu'est-ce qu'on peut pas faire en fait sur l'écran ? Mais on peut tout faire sur l'écran, puisque on peut basculer entièrement. Par seconde, ça doit pas être facile. Voilà, on peut basculer toute l'interface d'Android sur cet écran, donc on peut potentiellement tout faire. Mais c'est vrai, regarder des vidéos et jouer à des jeux vidéo, c'est 10 images seconde, donc 10 images seconde, donc c'est pas possible. Ok. Merci Bruno. Le test bientôt. Bruno. Le test pour bientôt, il y a un petit teaser. Mais pour bientôt, il est déjà en ligne le test. Le test est déjà en ligne, bien sûr, et il est en exclusivité sur 01net. Oh, c'est beau. C'est trop fort. Petit teaser, on passe très vite. Là, ce que j'ai au poignet, c'est la Zen Watch d'Asus. Voilà. Donc bientôt le test. D'accord.
La Zen Elle Watch, ressemble un t'as peu juste- à l'Apple Watch d'ailleurs. Oui, non ouais, Hein c'est ça. Ouais, il y a un petit T'es air sûr que tu d'Apple t'es pas Watch. trompé? C'est pas Apple qui t'a envoyé la nouvelle? Non, c'est bien Asus. D'accord. Non, surtout pas. Merci Bruno Cormier. Merci. Et si vous voulez en savoir plus, le test donc de ce Yotaphone vous attend sur zeronet.com. Christopher Siminelli nous a rejoint. Salut Christopher. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Christopher. Alors Christopher, ça y est, Ça y est. les ZeroNet Awards ont été dévoilés, sont en train d'être dévoilés puisque voilà, ils C'est le ça. sont Ils sont l'exclusivité des... dans ce live. Vous avez été très nombreux à voter pour vos produits high-tech préférés de l'année. Et on va découvrir ça tout de suite. Déjà, satisfait des votes et des réactions des internautes, Christopher? Hyper satisfait du succès qu'a remporté en tout cas les Awards. C'est une opération qui ça doit être la 5e fois que ZeroNet organise ce type d'opération. Pour rappeler le principe, on teste environ 800 produits par an. Là, on a sélectionné les 100 meilleurs. Donc, ils ont tous au moins, au minimum 4 étoiles. Donc, ils ont tous 4 ou 5 étoiles. Et parmi ces 100, on a invité tous les lecteurs de 01net à voter pour les 10 meilleurs, donc dans 10 catégories. Donc, un winner dans chaque catégorie. Gros succès parce qu'on a eu, j'ai les chiffres sous les yeux, 85 000, plus de 85 000 votes, Bravo. donc ce qui est vraiment pas mal. Après, déçu ou pas par les lauréats, je ne me permettrai pas de juger les, Non, après, les ce choix. sont les internautes qui ont eu effectués. les derniers mots. D'autant qu'il y avait de beaux cadeaux à gagner aussi, Oui. hein, rappelons-le. Voilà, Des exactement. smartphones, plein de gadgets high-tech, Ouais. Bon, etc. alors, par Bon, exemple. on y va. Alors, il y a plein de catégories, c'est vrai. Alors, tiens, allez, on va commencer par le début. Donc, enceinte sans fil. Oui, Alors, enceinte sans Et fil. vous allez voir, Bérangère appuie sur un bouton et l'enceinte sans fil Attends, va voilà. s'afficher. Voilà, elle est là. Regardez. alors Ouais, c'est une sinon, t'as enceinte, gagné, hein. c'est une enceinte sans fil Sony SRS X9. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a un haut-parleur 100 € le haut-parleur. Elle a 7 haut-parleurs. Ah oui, Coûte d'accord. 700 €. Mais 700 euros, mesdames, 700 messieurs. €, mesdames et messieurs. Non. Alors, ce qui est étonnant dans le choix des lecteurs, c'est que finalement, ils ne sont pas vraiment portés Ça sur m'intéresse un exactement sur ce un que je voulais acheter à modèle Noël, ça. hyper Voilà. original ou quoi que ce soit. Le look est assez sobre, mais la qualité audio est vraiment top et elle est suréquipée. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc. Enfin, en AirPlay. gros, vous pouvez brancher AirPlay. AirPlay aussi. Tiens. AirPlay aussi. Ah ouais. Vous pouvez lire n'importe quoi, n'importe fonctionne. où, n'importe comment. Voilà. Donc, C'est pas du multi-room, en C'est revanche. pas une surprise. Non, pas de multi-room. Mais alors, je sais plus combien elle développe en watts, mais c'est assez énorme. Je pense que François, on pourra la mettre dans une pièce, Oui. on l'entendra partout. Il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est le lauréat hein, de cette catégorie. Il y a Voilà. aussi l'Harman Kardon Aura qui arrive deuxième et la Creative Sound Blaster, la Roar Hmm. SR20 qui arrive en troisième Allez, position. moi je C'est vous ça. annonce les objets connectés maintenant. Les objets Alors, connectés, eh bien en troisième position, nous avons la Samsung Gear Live, donc Oui. la montre de connectée de Samsung, la LG G Watch Air, on en a beaucoup parlé sur ZeroNet TV, et en première position, Christopher. Encore une montre. Encore une montre. Et donc, les trois premiers sont des montres. Encore une montre, c'est la Moto 360 qu'on a, nous, beaucoup aimé au labo. Et donc, le choix est plutôt logique. On C'est dit- clairement la plus belle montre connectée actuelle, quoi. Ouais, c'est vrai. On peut le C'était- dire. Quand même, c'est serré avec la G Watch Air, non? C'était serré. La c'était G-Watch serré. Air donne très bien sur les photos, pour être tout à fait net, elle donne très bien sur les photos, Oui, mais mais c'est une vrai fois sur que- un poignet, en vrai, elle fait très plastique. Bah, c'est notamment Oh, le non, cadran. je- Non, de- moi je suis d'accord de- avec Bruno. non, Le moi, je suis pas cadran d'accord. Moi, je suis pas autour d'accord. fait très Non, moi, je suis plastoc. pas d'accord. Je Non, la non, trouvais non, très- moi, je suis pas Le d'accord. cadran est Ouais, super moi, je la vibrant, trouvais, de toute je la façon, trouvais c'est plastique pas- sur les c'est pas photos, mais vrai. au poignet, elle l'est beaucoup moins. Non, moi je la trouve très sympa. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que les deux, enfin les objets connectés les plus plébiscités sont des montres et les deux plus plébiscités sont rondes. Donc, on va dire que le format rond sur les montres plaît particulièrement aux lecteurs de 01net. Ouais. C'est pourquoi Apple a choisi un format rond. Ah non. Allez, on enchaîne avec les appareils photo compacts experts maintenant. Alors, numéro 3, le Panasonic Lumix FZ1000. Très bon appareil photo. hein, FZ10. Voilà. Ah, d'accord, pardon. Le Sony Bon, Cybershot il y a deux RX100. zéros de trop sur notre feuille là. hein, C'est pas Christopher. grave. Ah oui, C'est quoi FZ1000, c'est vrai. Oui, FZ1000. FZ1000. Le Bon. Sony Cybershot RX100 pour la deuxième position. Et le numéro 1, c'est encore un Sony. C'est encore un Sony, Sony qui s'est fait une spécialité sur le marché de la photo. Donc c'est le Cybershot RX10 qui a un gros bridge, pareil, très bien équipé, un bridge expert avec un gros capteur, très lumineux et un gros zoom. Donc voilà, un appareil qui a vraiment eu beaucoup de succès ici au labo. Et donc pareil, on rejoint, on va dire le choix des lecteurs de 01net. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, alors peut-être qu'on verra que parmi tous les lauréats, il y en a certains
que vous ne, comment dirais-je, ne plébisciteriez pas autant. C'était compliqué que prévu. C'était pas facile. Les séances dans des trucs pas possibles. Des fois, ouais. Mais on verra ça tout à l'heure. On continue avec les réflexes et hybrides maintenant, toujours dans les appareils photo. Réflexes hybrides. Alors, ce qui est intéressant de dire sur ce marché des réflexes hybrides, c'est que on voit beaucoup de petits appareils compacts qui ont tendance peut-être à prendre la place à terme des réflexes, mais c'est encore le gros du marché, les réflexes, et on le voit, celui qui a gagné, donc c'est un D810 de Nikon. C'est un énorme réflexe, 36 mégapixels au capteur, très bonne ergonomie. Et donc là, pareil, même si nous, vraiment, on ressent au labo une grosse poussée des petits appareils qui ont des gros capteurs, des capteurs qui n'ont rien à envier à ceux des réflexes, quand même, le bon vieux réflexe. L'appareil photo phare roi, c'est quand même le réflexe. Donc on peut considérer que tous les gens qui ont voté connaissent et utilisent ces appareils, ou ça peut être parfois des coups de cœur, produits dont on rêve, tout simplement. Produits dont ils rêvent, etc. Clairement, on va le voir pour la suite sur d'autres votes où clairement on voit que c'est la communauté qui a fait un mouvement, etc. Et donc là, pour l'instant, on est plutôt d'accord. Des votes de fanboy un peu. Ouais, des votes de fanboy, mais pourquoi pas. Après aussi, notre rapport au produit high-tech, il est aussi constitué de l'affectif, de subjectif. C'est aussi pour ça qu'on a invité tous les lecteurs à voter pour les awards. Mais là, pour le coup, on est plutôt raccord. C'est un gros appareil. On enchaîne avec les PC. Voilà, les PC ultra portables. Numéro 3, les MacBook Air 11 pouces. Les ordinateurs, quoi. Ordinateurs personnels, parce que. Numéro 2, c'est la Surface Pro 3, donc de Microsoft, qui s'en sort pas mal, en tout cas qui est plébiscité, mais qui a un très bon ordi, à la fois tablette et PC. Et puis le numéro 1, c'est le MacBook Air dans sa version 13 pouces. Alors voilà, ce sont quand même des très bons appareils, les trois. Alors Surface Pro 3, pour dire franchement, dans nos comparatifs permanents, il n'est pas tout à fait dans les premiers, mais on sent que Microsoft s'appuie quand même sur une grosse communauté, c'est là qu'on voit. Et tant mieux, franchement, voilà, encore une fois. Et le MacBook Air 13 pouces, qui lui n'est pas premier de notre comparatif permanent de PC ultra portable, se retrouve là premier, et on connaît la force de frappe des fans ou des communautés de fans d'Apple. Puis là, il y a tout qui joue, il y a le poids, la finesse, le design. Enfin, c'est ça. un produit sublime. Exactement, c'est un très bon produit. On attend le rafraîchissement high-tech techno. Là, on était un peu déçus qu'il ne passe pas en version Retina cette année, mais peut-être l'année prochaine. Peut-être. Les tablettes. Alors, il y a les petites, il y a les grandes. On commence par les petites. Donc, tablette petit format. En troisième position, c'est la Nvidia Shield tablette, donc tablette très orientée jeu. La Samsung Galaxy Tab 4 en 7 pouces en deuxième position. Et la première, élue par les lecteurs de 01net, c'est l'iPad mini 3 qui a été lancé pareil tout récemment. Encore une fois, voilà, on parle encore d'Apple, mais c'est la grosse communauté Apple qui est derrière. Ça reste une très bonne tablette, c'est vrai, qui est plutôt bien positionnée dans nos comparateurs, dans nos comparatifs permanents. Mais franchement, cet iPad mini 3, il n'a rien de beaucoup plus que l'iPad mini 2, ne serait-ce que le Touch ID. On l'a dit suffisamment. Le Touch ID qu'on paye 100 € quand même. Oui, voilà. Récemment, on conseillait de finalement acheter un iPad mini 2. En fait. C'est clair. Exactement. Qui est moins cher. Donc, on va pas voter pour le modèle d'avant, c'est logique. C'est logique. En fait, le choix de la raison aurait été le Mini 2 et le choix du cœur, c'est le Mini 3. Bon, on reste toujours dans le choix du cœur avec la tablette grand format. Numéro 1, c'est l'iPad Air 2. Voilà. Sans grande surprise, qui reste aussi une très bonne tablette. Ça, c'est peut-être plus légitime, valeur sûre. Peut-être. Alors, bizarrement, elle n'est pas non plus première de notre comparatif. Je crois que c'est la Tab S 10.5 de Samsung, qui techniquement est vraiment parfaite. Mais super écran, super. Deuxième des votes, quand même. Oui. Et l'iPad Air 2, clairement, voilà, c'est une super tablette. Et la Surface Pro 3 en troisième position. Oui, alors la particularité, c'est que la Surface Pro 3, vu que c'est un appareil hybride, figure non seulement dans notre classement d'ultra portable et dans notre classement de tablettes. Et il faut savoir, pour l'anecdote, qu'on refait des tests entièrement en considérant, parce que les processus de test ne sont pas les mêmes pour des tablettes et des PC, forcément, mais on reteste l'appareil 2 fois en la considérant à la fois la première fois comme une tablette et une seconde fois comme un PC portable. On poursuit, alors là les gros morceaux arrivent, le smartphone haut de gamme. Quel est le meilleur smartphone haut de gamme on va le garder pour la fin celui-là. Sur la première allez d'accord, on garde pour la fin. Le classement est intéressant. Allez, on prend la fin du tableau. Milieu de gamme, entrée de gamme. Allez, numéro 3, le Sony Xperia E3 qui est un très bon smartphone. Un très bon smartphone. En deuxième, le Moto G 4G qui est par ailleurs, il n'y a rien à dire, un très bon smartphone. Et premier, Xperia M2 qui se démarque par un design. On a le design Sony dans un smartphone
5 pouces, finalement pas très cher parce que je crois qu'il est à 200 €. Voilà, nous c'est cohérent parce que je crois que c'est le premier de notre comparatif. Une bonne autonomie en plus. Très bonne autonomie. Et voilà, Sony, en tout cas, malgré son image haut de gamme, fait des gros coups sur le marché des smartphones. Les Xperia cartonnent depuis 1 ou 2 ans. Là, les Xperia cartonnent bien. C'est amusant, c'est là où il y a le plus de votants sur les smartphones. Clairement. Oui, parce que c'est vrai que c'est abordable, c'est accessible. Le smartphone milieu de gamme, alors numéro 3, le HTC One Mini 2, numéro 2, le Samsung Galaxy S5 Mini, c'est vrai que là on rentre dans les mini, hein, en général c'est les moyennes gammes, et le numéro 1. Et là, je suis hyper content. En fait, c'est Christopher qui a voté pendant plusieurs nuits entières pour faire augmenter les votes. Mais alors, encore une fois, pour le coup, on a parlé de la communauté Apple. Alors, juste quand même pour tuer le suspense, le premier, c'est le OnePlus One, qui est aussi mon téléphone personnel, etc. Que je me suis offert très vite parce que je l'adore. Mais la force de OnePlus, de cette marque que très peu de gens connaissent, c'est que sur le web, elle est très très forte. Et ils ont une communauté hyper active qui fonctionne avec des forums, etc. Et donc... je suis convaincu je suis persuadé que les awards, à mon avis, quelqu'un a dû lâcher le morceau sur un forum et ils sont tous, dès qu'il y a un appel comme ça au vote, et tant mieux parce que c'est un produit qui n'a aucune grosse force de frappe marketing comme peuvent l'avoir. C'est étonnant parce que c'est inconnu du grand public. Inconnu il y a que les geeks qui connaissent ce truc-là. D'accord. Voilà, oui, c'est vrai. On en parle beaucoup sur 01net parce qu'on l'aime beaucoup. Pour rappel, c'est un smartphone hyper... qui n'est pas vendu en pack opérateur, etc. Donc il faut vraiment acheter sur le web. Il faut faire un effort pour l'avoir. Il faut se faire parrainer, etc. Les vrais connaisseurs sont sur 01net. Bien sûr. Techniquement, il est largement au niveau des smartphones haut de gamme. Alors pour la petite info aussi, il se retrouve aujourd'hui dans les smartphones milieu de gamme, tout simplement par rapport à son prix. Il fait moins de 450 €. Il fait moins de 450 €, tout simplement. Donc mécaniquement, nous on le classe dans les milieux de gamme, alors que d'un point de vue technique, il est largement au niveau des hauts de gamme. Allez, on termine. Dans les flagships des smartphones de conception chinoise, on va dire, c'est le meilleur. D'accord. Allez, on termine par les smartphones haut de gamme. Quels sont les meilleurs? Attention, roulement de tambour. Numéro 3. On peut dire que c'est déjà la catégorie où il y a eu le plus de votes. Logique. Ouais. Voilà, logique. Alors, en troisième, nous avons... juste après les smartphones d'entrée de gamme. Ah oui, on a un petit peu plus pour les smartphones d'entrée de gamme sur mon petit tableau. D'une tête. Perturbé, mon cher Christopher. D'une tête, allez. Bon, smartphone haut de gamme, numéro 3. Le Galaxy S5. Énorme carton commercial et pareil, énorme communauté Samsung. Pas autant que ça, parce que justement, Samsung c'est un flop relativement par rapport à S4. C'est un flop quand on s'appelle Samsung, mais faut arrêter. C'est quand même vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Par rapport au suivant, c'est quand même c'est un gros succès quand même. Donc numéro 3. Moins que le S4. Le deuxième, c'est une surprise ça. C'est une surprise. Le BlackBerry Passport qui, techniquement, nous avait pas mal tapé dans l'œil, on va dire, sur 01net. Et dans nos classements permanents, il est plutôt bien positionné. Et là, pareil, il faut croire que la communauté BlackBerry, elle est encore là, elle est encore en place. Et donc, elle bouge encore. Elle bouge encore. Mais pareil, c'est un smartphone qui tente un nouveau format. C'est original, c'est quelque chose de jamais vu. Donc forcément, ça plaît. Nous, ça nous a plu aussi, même si peut-être en niveau ergonomique, c'est pas encore top. Moi, j'ai pas trouvé ça génial personnellement. Mais techniquement... ton avis il y a des scuds au labo, je vous dis pas. C'est qu'il y a beaucoup d'autres smartphones haut de gamme, le Z3 de chez Sony, il y a le HTC One, bien évidemment. Enfin, il y en a beaucoup des smartphones haut de gamme. Et en numéro 2, c'est le BlackBerry Passport qui vient de sortir, qui arrive. Oui, mais il a un vrai succès d'estime, et pas seulement sur 01net et pas seulement en France, au niveau international, aux États-Unis. Il a été hyper bien accueilli ce smartphone. Oui, et puis techniquement, il est bon. Donc, très bonne autonomie. Voilà, franchement, bon. Le test de ce téléphone à retrouver en version écrite sur 01net.com et la vidéo aussi sur 01net TV. Allez, le numéro 1 de ce classement, Christopher. Bon, sans grande surprise, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. On n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent. C'est évidemment l'iPhone 6. Voilà, que dire d'autre? Encore une fois, c'est la communauté, c'est carton le carton de l'année. Com, carton en tout. Voilà, et c'est pas votre avis, c'est-à-dire que pour vous, le meilleur smartphone du moment, c'est pas l'iPhone 6, on est d'accord? Alors, encore une fois, il y a deux manières, nous, d'appréhender les produits à 01net. Il y a la partie technique, test pur et dur, c'est-à-dire qu'on juge les produits sur leur performance technique, leur autonomie, la puissance, la qualité de l'écran, etc.
Sur ces tests-là, les iPhone 6 aujourd'hui ne sont pas, enfin l'iPhone 6 aujourd'hui n'est pas premier, notamment à cause de son autonomie et quelques petits défauts intrinsèques aux iPhones, c'est-à-dire voilà la fermeture du système globalement, voilà, une mémoire qui est pas extensible, bon les petits défauts qu'on connaît des iPhones. Mais l'utilisateur s'en moque. Et tant mieux. Là, on donne la parole aux utilisateurs et voilà, c'est l'iPhone 6 qui est le plus plébiscité. C'est le smartphone haut de gamme préféré des lecteurs de 0net. En termes techniques, oui, c'est pas le meilleur dans nos tests puisque clairement, il se fait cartonner en autonomie, si je peux me permettre. Il a une autonomie qui est à peu près similaire à celle de l'iPhone 5S. Et en fait, en pratique, on a constaté que c'était le cas, effectivement, qu'il n'y avait pas d'amélioration par rapport au 5S. Et l'autonomie est vraiment, je dirais, très moyenne, voire mauvaise par rapport à celle d'un Xperia Z3 ou d'autres. On peut afficher le compte Twitter de Bruno Cormier parce que ça va être assez drôle de voir les insultes fusées. Là, Je crois que c'est Bruno Cormier, non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez que nous, on reste silencieux, on dit rien. Là. En termes de design, on a peur de représailles. L'iPhone 6 est un très charmant smartphone. Non, mais enfin, cela dit, c'est vrai que c'est le smartphone haut de gamme le plus populaire du moment, donc c'est normal qu'il arrive numéro 1 de ce classement. Clairement, il n'y a rien à dire. On retrouve l'intégralité de ce classement sur dès demain matin 0net.com. sur 0net.com. Voilà, là c'était un avant-goût que vous avez découvert en exclusivité sur 0net TV. Et donc un petit mot aussi concernant le jeu concours. Je rappelle qu'on avait 7 000 € de lots à gagner, donc des tablettes, des smartphones, etc. Donc tous les gagnants seront notifiés, je pense là dans les 3-4 prochains jours, le temps qu'on fasse le tirage au sort, etc. Donc, ils seront avertis personnellement du cadeau qu'ils ont gagné. Personnellement. Génial. Voilà. Regardez vos boîtes mail. C'est pas terminé, enfin en tout cas pour vraiment la sélection de produits high-tech. On vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine avec Christopher et avec toute la rédaction du labo, puisque ce sera une émission spéciale Noël. Et là, on va vous conseiller quels produits high-tech s'offrir ou offrir pour Noël. Ce sera jeudi prochain, donc à partir de 18h. On va ratisser large, parce qu'on parlera de tous les budgets, on parlera de jouets. Il y aura des gadgets, etc. Il y en aura pour tous les goûts. Juste un petit teasing, c'est aussi une info. Voilà. Oui, et ça sera plus long aussi. Jean-David qui est derrière la caméra me fait comme ça avec sa montre connectée. Oui, ça sera plus long. Ça durera 1 heure. Ça sera la semaine prochaine. Petite info aussi que je donne ici pour la première fois. Wow. Oui. On remet encore nos costumes de Père Noël la semaine prochaine parce qu'on va faire gagner des cadeaux. On aura encore un jeu concours de Noël et là on aura un énorme écran Sony 4K à faire gagner, 50 pouces, et 2 tablettes Shield qui sont deuxième là, de notre classement, qui sont des super belles tablettes gamer, et une énorme carte graphique, une GTX 970, ça parlera énormément aux gamer PC, donc voilà. On remet ça encore une fois. Eh bien, c'est Noël sur 0net.com. Venir chercher à pied. Oui, bien sûr, évidemment. Roulette non fournie. L'ascenseur est en panne chez Next Radio, c'est donc on m'a dit que c'est obligé de livrer les 5 livré par Christopher et Bruno. On le passe par la fenêtre avec leur petite camionnette. Bon, merci beaucoup messieurs, merci Christopher et merci à Bruno Cormier. Merci à vous deux. On a débordé aujourd'hui, mais c'est normal. En fait, on s'y attendait un petit peu. C'est un avant-goût du gros débordement de la semaine prochaine. Qui sera prévu, le débordement de la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve demain matin, bien sûr, comme chaque jour pour la vidéo du jour. Et puis jeudi prochain, donc pour ce fameux 01 Live hebdo. Merci à Bérangère qui était aux manettes ce soir, à Jérôme qui était au son et à Jean-David qui était aux caméras. Voilà, et on se retrouvera bien sûr jeudi prochain et puis même mardi soir pour un live, un grand talk spécial depuis le web. Ah oui. Vous savez, c'est ce grand rendez-vous qui se déroule à Paris, en Seine-Saint-Denis, où les plus grands acteurs du web du monde entier se donnent rendez-vous chaque année. On y sera. Voilà. On n'en rate jamais. On n'en rate pas. Bonne soirée sur 0net TV, à très vite. Salut à tous.